Il y a un discours qui m'a souvent fait sourire dans le milieu de l'enseignement des arts martiaux et des sports de combat, surtout dans les arts martiaux d'ailleurs, parce qu'on a cette notion, il y a un côté mystique un petit peu, hein, avec l'enseignement issu de maîtres, de grands maîtres d'Extrême-Orient qui vous apportent la vérité absolue. Eh bien, c'est justement ça, c'est l'enseignant qui, quelque part, se croit sorti de la cuisse de Jupiter ou de la cuisse du grand maître Funakoshi, et qui a cette volonté, cette ambition finalement, en tant qu'être éveillé et parfait, hein, déjà accompli, bah, d'apporter la lumière à cette masse de débiles incultes qui sont bah, quelque part ses élèves, hein, puisqu'ils leur apportent le savoir absolu. Alors moi de mon côté, j'ai enseigné pendant des années, je continue encore hein, d'une certaine façon, et que ce soit à travers mes ouvrages ou en coaching, hein, et je n'ai jamais eu finalement cette ambition. Moi, si j'ai enseigné, si j'ai eu un club à une certaine époque de ma vie, c'était pour progresser moi-même de façon très égoïste. J'ai un de mes élèves que j'aime beaucoup qui avait compris le truc et qui, en l'ayant capté, me disait souvent en rigolant, ton laboratoire. Et c'est exactement ça. Pour moi, c'est un laboratoire où je faisais des essais, où je continuais ma propre recherche. Et bah, dans ce laboratoire, j'avais bien l'intention de m'accomplir moi-même personnellement à travers mes recherches et de m'élever encore une fois. Alors évidemment, l'effet ricochet qui est recherché aussi, eh bien, c'est que quand on s'inscrit dans une démarche d'excellence comme celle-là, en considérant qu'on est ici et qu'on doit atteindre cette marche-là, eh bien, c'est tout simplement de traîner avec vous, d'emmener avec vous un maximum de gens, hein, donc vos élèves quelque part, bah, évidemment profitent du train et c'est un petit peu l'objectif qui est recherché, hein. Et je disais toujours, et il n'y a pas que moi qui l'ai dit, parce que le Miyamoto Musashi, ce grand samouraï, ce grand sabreur du XVIe siècle au Japon, disait que le maître et le disciple tricotent ensemble finalement. C'est-à-dire que en tant que maître, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait un peu gourou, je déteste le gourou au sens traditionnel du terme, c'est un guide, c'est intéressant, mais c'est un terme qui a été trop galvaudé, notamment en Occident, et ça fait un peu chef de secte. Mais bref, donc on considère finalement que cette personne a un pas d'avance et elle fait une recherche dans la direction, dans une direction qui lui est propre, hein, et donc elle va traîner, elle va drainer avec elle bah, ses disciples, ses élèves, vers cet objectif d'excellence personnelle. Voilà. Et donc, moi, je préfère le considérer comme ça. Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que je vois souvent des gens, alors notamment dans le milieu, on va dire, de la dissidence, enfin des gens qui cherchent justement autre chose, qui cherchent à sortir un peu du système dans lequel on est, qui ressentent cette phase de transition finalement dans laquelle on est et qui aspirent à quelque chose de plus, quelque part, de plus spirituel, de plus juste. Qui sont dans cette dynamique de vouloir sauver le peuple, qui sont dans cette dynamique de vouloir parler au nom du peuple. Et ça me paraît dangereux, d'une part, et mal à propos. Au final, quand on observe un petit peu l'histoire, les gens qui parlent au nom du peuple, qui ont l'ambition de sauver le peuple, bah, on a toujours deux cas de figure. On a des idéalistes un peu, comment dire, qui seront déçus forcément parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont se faire trahir, hein. Ils vont se faire trahir, ils vont se faire renier par le fameux peuple qu'ils prétendaient défendre. Et puis de l'autre côté, on a affaire à des salauds ambitieux finalement qui savent très bien comment amadouer le Pékin moyen en lui servant le discours bah, qu'il attend, hein, tout simplement. Je veux dire, il suffit de voir encore en France comment les révolutionnaires institutionnels hein, qui sont payés par nos impôts arrivent encore à séduire avec leur discours à 2 francs. Donc, et là, je ne parle pas de gens qui sont, comment dire, qui ont baigné dans le communisme, entre guillemets, puis qui ont l'impression que c'est le totalitarisme au sens communiste qui va les sauver, hein, et puis qui sont parfois sur les ronds-points le week-end. Non, je parle de gens qui sont députés, qui ont été sénateurs, ou enfin bref, donc qui vivent pleinement du système actuel et qui vous vendent cette soupe, hein, tout simplement. Donc en fait, moi, ces deux aspects me paraissent dangereux parce que, quelque part, je crois fermement que, à la base de tout, il y a un homme et une idée, et que il y a un agrégat qui se crée autour de cette idée, et que justement, le plus important, c'est l'éducation finalement du plus grand nombre pour pouvoir passer le cap des manipulations et pour pouvoir savoir reconnaître justement les gens qui sont porteurs d'une vraie ambition
et de quelque chose de mieux, c'est-à-dire de faire la part de l'idéaliste qui se fera bigner à un moment parce que les gens ne sont pas suffisamment éduqués et ne voient que leur petit nombril, et et d'écarter de l'autre côté eh bien, le type ambitieux qui a bien compris que le discours adapté lui permettrait d'arriver à ses ambitions. Parce qu'au final, on reproduit la même merde sous un autre emballage. Hein. Alors donc, quand on parle de peuple, eh ben, il faudrait savoir encore de quoi on parle. Alors, évidemment, il y a plein de façons de calculer le truc, mais si on revient à quelque chose de très factuel, on va revenir tout simplement aux chiffres. Alors, il y a un moyen très simple, hein. C'est ce qu'on appelle le QI, le quotient intellectuel, qui est noté sur 200. Alors évidemment, toutes ces notions-là sont un peu problématiques à évoquer en France, parce que comme on est dans l'égalitarisme, bah évidemment, on est tous pareils. Hein. Je veux dire, c'est ça. Tout le monde sait que on a tous un QI de 250, une Porsche dans le garage, et puis un salaire de 15 000 € par mois qui tombe sans rien foutre. Hein. C'est connu en France, on est tous pareils. Donc, pour en revenir à cette notion populaire, cette notion de peuple, bah, regardons tout simplement les chiffres, hein, sans se voiler la face. Alors on a des données hein, sur le QI hein, qui ont été collectées dans les pays occidentaux majeurs, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, entre autres, hein, des chiffres qui ont été collectés par l'armée, qui ont été collectés par les grandes universités. Et puis bah, on arrive à des résultats qui sont assez intéressants. On arrive à observer un panorama de la population et de voir de quoi l'on parle exactement. Alors, c'est très simple, à cette blabla, on va donner les chiffres. Hein. Dans une population donnée comme ça, là, en Occident, entre autres, eh ben, on a à peu près 3% d'handicapés mentaux hein, qui vont afficher un QI de 0 à 70. Ensuite, on a une masse de gens qui font beaucoup de bruit, mais qui en fait sont tout simplement des simples d'esprit, c'est-à-dire à peu près 21% de la population qui affiche un QI qui s'étale de 70 à 90. Ensuite, on a une grosse masse. Alors cette grosse masse, elle représente 45% de la population environ. Alors ce sont des gens qui ont une intelligence très moyenne, mais qui au final se croient très futés. C'est toujours comme ça. On va dire que ça correspond à peu près à un QI de 90 à 110. Et ensuite, on commence à passer dans les couches dites supérieures. Alors évidemment, la courbe décroît, hein, ce qui est un phénomène naturel. Hein. On n'est pas à 90% d'une classe d'âge à un diplôme donné, au bac, hein, comme on veut nous le faire croire. C'est pas comme ça que ça marche dans la nature. Donc là, après, on arrive à un chiffre qui décroît. On a 18%. 18% de la population qui représente un QI de 110 à 120, et donc c'est des gens qu'on considère dont on considère que l'intelligence est élevée. Alors évidemment, cette catégorie de gens présente un complexe de supériorité flagrant, très souvent. Et puis, en dessous, on va descendre encore en chiffres. Hein, 11% de la population seulement a un niveau d'intelligence, on va dire, supérieur, c'est-à-dire un QI entre 120 et 140. En général, ces gens présentent des caractéristiques en termes de personnalité, comment dire, ils sont plutôt dans la simplicité, dans la compréhension et dans la discrétion. Voilà. Et puis après, malheureusement, on n'a que 1%. 1% d'intelligence très supérieure, c'est-à-dire un QI qui va correspondre à 140 à 180 à peu près. Hein. Et parmi ce 1%, on a un seul surdoué. Voilà, c'est comme ça. Donc là, effectivement, on est bien loin du côté égalitariste. Hein. Je veux dire, voilà, on a un panorama de la population type occidentale, et vous voyez un petit peu cette répartition, tout simplement. Donc, là, on a affaire au peuple. Alors là, on parle de quotient intellectuel, hein, évidemment, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ces tests-là, vous avez, au final, dans les réponses qui sont données, à peu près 1% seulement. 1% de réponses qu'on pourrait considérer humaines, parce que tout le reste, au final, eh bien, ça va être des réponses conditionnées par des intelligences quelque part moyennes et animales, hein, je veux dire, tout simplement, donc des gens qui sont capables de raisonner bêtement, de manger, de pourvoir à la satisfaction de leurs besoins primaires. Enfin voilà, donc quelque part, vous voyez que qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ça? Eh bien, alors, là on a les chiffres. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a tous la capacité de s'améliorer. On peut potentiellement doubler son niveau d'intelligence, son niveau de compréhension, etc. Voilà.
Et donc, moi, ce que je pense, c'est que on a un rôle majeur d'éducation. C'est, à mon sens, l'axe primordial, c'est-à-dire éduquer les gens, leur faire prendre conscience finalement de leur animalité, de l'accepter, de leur faire prendre conscience de leurs limites, d'essayer de les faire grandir spirituellement. Pourquoi ? Parce qu'on a tous le potentiel, encore une fois, de doubler nos capacités. Pourquoi ? Parce que derrière, il faut qu'ils soient eux-mêmes en mesure de reconnaître la personne qui pourra porter un discours de vérité, qui ira dans le sens de leur libération et qui ira dans le sens de leur intérêt, c'est-à-dire de l'intérêt au final du plus grand nombre. Voilà, ça me paraît être fondamental, parce que sinon on va reproduire comme d'habitude toujours le même truc. On va aller vers des gens qui ont des discours qui satisfait nos petites oreilles, et puis ça aboutira à ce qu'on a connu avec Staline, hein, par exemple. Ça aboutira avec voilà, tous ces dictateurs finalement qui toujours parlent au nom du peuple et qui, dans les faits, ne fonctionnent qu'au profit d'une oligarchie. Alors, quel que soit le nom qu'on donne au système politique en place à ce moment-là, hein, que ce soit le communisme, la démocratie ou autre, hein, on aboutit toujours au même truc. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, les gens qui s'inscrivent dans une démarche de vérité et qui parlent au nom du peuple, ne parlez pas au nom du peuple, parlez quelque part au nom de votre ambition personnelle, de votre ambition de grandir spirituellement, de vous améliorer, de travailler au quotidien pour que et votre corps et votre esprit soient lavés de toutes les manipulations et de toutes les pollutions qu'on rencontre au quotidien, justement pour œuvrer dans le sens de quelque chose qui soit mieux au prochain cycle. Vaste programme. Allez, je vous dis à plus.